Alors, je pense que le changement de fond, évidemment, il y a l'arrivée de Donald Trump, mais en fait, il a démarré avant. C'est vrai qu'on a un peu l'impression qu'il y a un mouvement accéléré, je dirais, de déglobalisation ou d'arrêt du mouvement globalisateur dans lequel on est maintenant depuis les débuts des années 2000, avec entre autres l'arrivée de la Chine dans l'Organisation du commerce mondial. Et là, effectivement, c'est un vrai sujet parce qu'on sait que le protectionnisme n'est généralement pas l'ami de la croissance économique. Lors de ces crises, beaucoup de gens commencent à dire que c'est la fin du monde, que tout est fichu, qu'on s'en relèvera jamais. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Soyons Cash, le podcast qui rend la finance plus simple, plus claire et utile à votre épargne. Ici, on parle de marché financier, d'investissement, de gestion d'actifs avec un objectif. Vous donner des clés de lecture pour mieux comprendre et mieux décider. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Puibassé, porte-parole de la gestion de la financière de l'Échiquier, une maison de gestion reconnue pour la constance de ses convictions. Alors avec Pierre, on va parler des marchés, on va parler allocation d'actifs, on va parler bien évidemment de son parcours et de ses convictions personnelles et faire un focus sur deux fonds de la gamme de la financière de l'Échiquier, toujours avec une approche pédagogique et concrète. Alors c'est parti pour ce nouvel épisode de Soyons Cash. Pierre, bonjour. Bonjour Jean-Olivier. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, peux-tu nous parler en quelques mots de la financière de l'Échiquier et de son ADN de gestion ? Bon, la financière de l'Échiquier, donc, c'est une société de gestion qui a été créée en 1991, donc il y a 30 ans, même un peu plus. Depuis le début, en fait, je pense que dans l'ADN, il y a déjà la notion de sélectionner ses risques et finalement de gérer de l'argent pour des partenaires avec un objectif de performance. La sélection de valeurs, en fait, il y a plusieurs écoles dans le monde de la gestion. On parlera probablement tout à l'heure de gestion passive. Nous sommes des représentants convaincus de ce qu'on appelle la gestion active. Qu'est-ce que la gestion active ? C'est finalement avoir des équipes de professionnels, donc des gestionnaires de fonds, des analystes financiers qui vont rencontrer des entreprises et qui vont sélectionner ou décider d'investir sur des titres cotés. La financière d'Échiquier n'investit que sur des actifs cotés en bourse, et on va les sélectionner parce qu'on croit à l'histoire, parce qu'on croit à la capacité de l'équipe qui a la responsabilité du projet d'atteindre ses objectifs, et surtout parce que l'on pense que la valorisation à laquelle on peut acquérir une position sur ce titre ou sur cette obligation nous permet d'attendre une performance sur la durée à minimum de 3 ans. Et je pense que c'est vraiment... je suis depuis longtemps la financière de l'Échiquier. Donc il y a un vrai travail de sélection de valeur, en fait, à la financière de l'Échiquier. Il y a un vrai travail de gestion de conviction. D'ailleurs, on y reviendra peut-être, mais la financière de l'Échiquier a un certain nombre d'OPCVM qui sont disponibles auprès de tous nos partenaires pour qu'ils puissent investir les capitaux de leurs clients. Sur chacune de ces OPCVM, on va avoir une définition spécifique et on va avoir généralement une 30-35 valeurs qui vont être sélectionnées parce qu'elles nous paraissent être les meilleurs investissements en fait, sur un horizon de 3 ans pour se positionner sur cette thématique, cet environnement. Ça va être les actions européennes, les actions internationales, les actions thématiques, des portefeuilles obligataires, des portefeuilles dits diversifiés, mais on y reviendra, je pense. Très bien. Merci en tous les cas pour cette présentation exhaustive de la financière de l'Échiquier et de son ADN. 2025, c'est l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Concrètement, quelle est ta vision aujourd'hui ? Est-ce qu'on est dans une simple phase de transition pour toi ? Ou est-ce qu'on a clairement un changement de fond global avec un nouveau paradigme pour les marchés ? Alors, je pense que le changement de fond, évidemment, il y a l'arrivée de Donald Trump, mais en fait, le changement de fond, probablement, il a démarré avant. C'est-à-dire que je pense que le changement de fond, il intervient quand finalement l'Europe perd un peu, du moins, ou partage, en fait, la puissance économique avec d'autres pays. Il y a finalement eu le bloc Europe, le bloc US, et ça, c'était un peu les économies développées.
Aujourd'hui, depuis de nombreuses années, en fait, il y a de nouveaux pays qui sont arrivés, qui font jeu égal maintenant économiquement avec des zones comme l'Europe et les États-Unis. Et je pense que les États-Unis, en fait, ont décidé de prendre en considération ces zones géographiques. Et là, je dirais le changement, il est arrivé à ce moment-là, et beaucoup de gens disent qu'il a démarré plutôt au début de l'administration Obama, où effectivement, quand on regarde la politique de l'administration Obama, et c'était de finalement tourner plus les États-Unis vers l'Asie et moins finalement sur l'Atlantique. Ceci dit, c'est vrai que Trump est peut-être un accélérateur, en tout cas, c'est comme ça qu'il se voit. Et bon, c'est la deuxième fois qu'il est président des États-Unis, et c'est vrai qu'il force le trait, en tout cas. C'est-à-dire que finalement, c'était un phénomène qui était, je pense, en cours, mais que les précédentes administrations, gentiment, rendaient le moins visible possible. Aujourd'hui, effectivement, avec une administration Trump qui dit que finalement, l'Europe est un partenaire secondaire, que finalement, l'Europe est une sorte de filiale des États-Unis, de façon très vocale, évidemment, il y a un peu un choc. C'est ça qui change. C'est la punchline. C'est le côté réalisation. Après, il y a quand même un phénomène aussi latent qui est en train de... je pense qui est en train de s'accélérer et que l'administration Trump a accéléré à travers la mise en place des tarifs. C'est vrai qu'on a un peu l'impression qu'il y a un mouvement accéléré, je dirais, de déglobalisation ou d'arrêt du mouvement globalisateur dans lequel on est maintenant depuis les débuts des années 2000, avec entre autres l'arrivée de la Chine dans l'organisation du commerce mondial, etc., etc. Et là, effectivement, c'est un vrai sujet parce qu'on sait que le protectionnisme n'est généralement pas l'ami de la croissance économique. Alors, très intéressant. Aujourd'hui, c'est très clair qu'on constate qu'il y a vraiment un retour vers soi. Et c'est vrai que les marchés aujourd'hui ont moins d'échanges au niveau mondial. Alors, c'est intéressant de se dire, tiens, il y a 12 mois, on aurait tourné ce podcast, on se serait dit, tiens, les marchés américains, ils vont certainement connaître encore de très, très belles envolées, puisque c'est vrai que ça fait des années que les marchés américains surperforment souvent les autres marchés mondiaux. Pourtant, l'année 2025, l'Europe surprend par ses performances. Alors, comment tu expliques justement, finalement, que 2025, tout le monde voyait encore les US, il y a 12 mois, et finalement, 12 mois plus tard, l'Europe s'en sort très, très bien? Je pense qu'il y a plusieurs phénomènes, en fait. Le premier, c'est finalement une réaction, je dirais, assez justifiée des investisseurs internationaux qui, je pense, ont cherché à rediversifier leurs risques. C'est-à-dire que finalement, qui sont revenus sur il y avait beaucoup d'US partout, y compris de la part des Européens qui avaient redirigé énormément de flux vers les marchés américains. Et il y a les prises de conscience finalement de cette instabilité, les droits douaniers effectivement qui compliquent la lecture sur les États-Unis, la crainte de la résurgence inflationniste aux États-Unis. Je pense que le dollar aussi, la politique, quand vous avez un président élu dans le programme duquel il y a la volonté de faire baisser fortement le dollar, c'est quand même le signal que vous pouvez pas rester uniquement sur des actifs libellés en dollars. Et on a bien vu effectivement que finalement beaucoup d'investisseurs ont préféré diversifier leurs risques et sont revenus sur l'Europe. Ils sont d'autant plus revenus sur l'Europe que finalement, on se rendait compte aussi que l'Europe était un marché faiblement valorisé par rapport au marché américain. Tout ça a créé... Donc là, tu es en train de nous expliquer concrètement qu'aujourd'hui, les flux sont une partie aujourd'hui des bonnes performances de l'Europe. C'est-à-dire que concrètement, on a rediversifié les risques et on a rebalancé les flux des investisseurs. Je pense que les flux, on est sur des marchés, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a les fondamentaux, et je dirais, comme c'est souvent dit, sur la durée, c'est les fondamentaux qui gouvernent la valorisation des marchés. Sur le court terme, c'est beaucoup des mécaniques de flux. Et puis, il y a aussi ce processus de dédollarisation d'un certain nombre de pays non alignés. Ça a été amplement commenté comme une raison peut-être de la progression de l'or, avec des banques centrales de grands pays, entre autres la Chine, qui ont finalement cherché à avoir moins d'exposition dollar et qui ont cherché d'autres actifs. Et je pense que d'une certaine façon, on a aussi bénéficié de ça, c'est-à-dire que les flux sont venus des acteurs américains, sont venus des acteurs européens, mais ils sont aussi venus peut-être d'acteurs émergents, même si bien sûr le poids de ces acteurs-là dans le monde de la gestion internationale est
beaucoup moins important que celui des États-Unis. Alors, ça me permet de rebondir sur une question qui est assez simple, mais qui va nous donner, je pense, le contexte. Concrètement, sur les taux, la croissance mondiale, l'inflation, les banques centrales, toi, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous partager tes convictions et être le plus didactique possible pour ceux qui nous écoutent? Alors, c'est un vaste sujet. C'est 4 questions en une. Mais si tu pouvais un peu être didactique, je sais que je compte sur toi pour être didactique. En plus, je dois dire, j'ai l'impression que tu veux que je fasse des réponses courtes, donc ça va compliquer. J'ai pas dit forcément des réponses courtes, en tous les cas. Bon, alors, on va déjà limiter le sujet à 2 grands blocs, d'accord? Parce que les États-Unis et l'Europe, parce qu'après, on pourrait parler du Japon, de la Grande-Bretagne, enfin, de toute une série d'autres zones géographiques. Je dirais sur les politiques de taux. Alors, d'une part, sur les États-Unis. Je dirais le scénario central aujourd'hui, si je regarde un peu les consensus, c'est finalement une croissance américaine qui devrait continuer à être bonne sur 2026. Et ça a plutôt été la bonne surprise, en fait. On a une croissance économique qui a tenu. D'autant plus important de dire que sur 2026, la croissance américaine pourrait être bonne. Et là, je répète un peu les prévisions de Goldman Sachs, qui, à mon avis, et jusqu'à maintenant, ces dernières années, a été le plus clairvoyant sur ce qui allait se passer sur l'économie américaine. Ils ont une croissance estimée pour l'année 2026 de 2,5% quand le consensus est à 2. Donc, on voit qu'il y a quand même un delta, enfin, du moins, un espace pour une bonne surprise sur cette croissance américaine si Goldman Sachs ne se trompe pas. C'est d'autant plus important de le dire que sur cette fin d'année, il y a pas mal d'interrogations sur la dynamique du marché de l'emploi aux États-Unis. Je pense que nos auditrices et nos auditeurs qui lisent un peu la presse financière ou même les journaux généralistes verront que c'est un sujet qui revient régulièrement, le possible ralentissement du marché de l'emploi aux États-Unis. Bon, ça a commencé depuis septembre, août, là, ça a avec commencé, des chiffres effectivement qui sont un peu détériorés, un chômage qui aujourd'hui est à 4,6%. Alors, ça nous ferait très envie, mais enfin bon, aux États-Unis, c'est considéré comme un mauvais chiffre. Et donc, il y a pas mal d'interrogations. Donc, a priori, alors après, la vraie question aux États-Unis, c'est l'inflation. C'est-à-dire que finalement, je ne sais pas si ceux qui nous écoutent le savent, mais en fait, on a quand même aujourd'hui des régimes d'inflation qui sont très différents entre notre zone, la zone européenne, et les États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis, finalement, l'inflation reste marginalement plus élevée. On est autour de 2,8, peut-être on va dire autour de 3%. L'objectif de la Banque centrale américaine, c'est bien sûr, comme d'ailleurs la Banque centrale européenne, d'essayer de revenir vers les 2%. Et donc, il y a toute cette question de savoir effectivement, est-ce que l'inflation va continuer à ralentir aux États-Unis ou est-ce que finalement, il y a un effet retard des taxes douanières qui va venir. J'allais te poser la question. Est-ce que d'après toi, les taxes douanières, l'augmentation des droits de douane, a déjà été répercuté dans l'inflation aujourd'hui aux US ou pas encore? Il a été répercuté pour partie, c'est sûr. Les droits de douane ont quand même démarré maintenant il y a un certain temps. Ouais, je vois beaucoup de gens disent on bénéficie de l'effet de surstockage, mais enfin, je connais peu d'entreprises qui achètent 24 mois de stock en tout état de cause. On parle même peut-être d'une remise en question de ces taxes douanières. Il y a une décision de la Cour suprême qui est attendue, qui pourrait, de ce point de vue-là, constituer une bonne surprise, avec d'ailleurs, ça va être un chamboulement terrible, parce qu'il va falloir que l'État américain rembourse. Bon, le constat qu'on fait, en tout état de cause, c'est que finalement, les pressions inflationnistes, je pense que ça a été une bonne surprise sur les marchés. On s'attendait quand même à une pression inflationniste très importante liée à la mise en place de cet axe-là. Et finalement, ça se passe pas si mal. Alors, ma question, c'est est-ce que finalement, ce ne sont pas les entreprises qui ont absorbé l'augmentation des droits de douane? Alors, ce qui sera qui pourrait entraîner de facto une dégradation des résultats. Oui, ce que l'on observe, c'est que ça a été un peu tout le monde qui a pris les droits de douane. Il y a les entreprises qui exportaient, qui ont pris une partie. Les entreprises qui importent aux États-Unis pour revendre aux États-Unis, qui en ont pris une partie. Et puis, je dirais, tout le monde a essayé de se réorganiser. Mais surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les entreprises américaines se sont réadaptées très rapidement. Quand on calculait, en fait, le poids des droits de douane en termes de pourcentage de PIB, au moment où ces taxes ont été annoncées, on les calculait par rapport à la géographie des importations américaines en 2023, par exemple. Tout le monde disait on va avoir 16%, 17% de coûts en pourcentage du PIB, donc de la création de richesse américaine. Aujourd'hui, on est beaucoup plus autour de 10-11%.
Pourquoi ? Parce que finalement, il y a eu des schémas qui ont été révisés, il y a des zones d'importation qui vont être moins utilisées par les entreprises, enfin du moins sur lesquelles les entreprises achètent ces biens qu'elles importent. Elles ont changé de fournisseurs, les fournisseurs ont revu leur schéma pour passer par des tuyaux sur lesquels en fait les taxes seraient moins élevées, etc., etc. Alors 10 c'est énorme, 11 c'est énorme, bien sûr. mais c'est moins que 16 ou 17. Alors après, la vraie question que tout le monde se pose, si je reviens sur les États-Unis, c'est effectivement l'évolution de la politique de taux de la Banque centrale américaine. Et il y a une crainte, je dirais, aujourd'hui dans les marchés, qui est de dire le prochain président de la Fédérale Réserve américaine sera très proche de Trump, va être désigné pour des raisons politiques, et donc aura pour mission... Mais est-ce que Jérôme Powell n'a pas été nommé par Trump ? Oui, alors Jérôme Powell a été donc, nommé par Trump. Il était quand même un peu proche de Trump, quand même. Probablement. Après, il veut prouver son indépendance. Ouais, c'est ça que tu veux dire. J'ai l'impression que leur proximité s'est un peu érodée avec le temps. Et il a endossé, en tout cas, son costume de président de la Fédérale Réserve. C'est une institution qui est quand même attachée à son autonomie. Le président de la Fédérale Réserve n'a pas toute latitude, en fait. Il a un conseil de gouverneurs qui décide avec lui. Mais la vraie question, c'est de savoir, effectivement, est-ce qu'on va se trouver avec une Fédérale Réserve très agressive en termes de baisse de taux, dans un environnement inflationniste tendu, et avec le risque d'une résurgence ou d'un redémarrage de l'inflation aux États-Unis. Mais on voit que la première baisse de taux a eu lieu en septembre, si je ne me trompe pas. Ouais. Résultat des comptes, on est 4 mois plus tard. La deuxième en décembre. Mais on constate que l'inflation, elle, finalement, elle se tasse, ou en tous les cas, elle résiste, mais elle s'envole pas pour autant. Non, mais je pense que l'inflation, c'est un sujet très complexe. La façon dont l'inflation se crée. Et je pense que finalement, ce qui est satisfaisant aux États-Unis, on pouvait avoir une crainte, c'est avec la politique anti-migratoire qui est mise en place par l'administration Trump, d'avoir des vrais phénomènes de tension salariale sur la partie non qualifiée en fait du secteur salarié aux États-Unis, et finalement on la remarque même pas. Donc en fait, et puis moi je pense qu'il y a quelque chose qui est assez rassurant aussi, si on veut rentrer un peu dans le détail, c'est qu'on voit bien que l'administration Trump est dans une année 2026, qui est une année d'élection de mid-term, ce qu'on appelle le mid-term, c'est en novembre. Il faut préparer, la popularité du gouvernement Trump a beaucoup baissé aux États-Unis. Il y a toutes ces thématiques, et c'est très utilisé, de la fameuse affordability, où Trump dit que c'est un hoax, en fait que c'est un fake news entretenu par les démocrates, en face sur l'inflation rémanente dans la consommation de base aux États-Unis. Et ça l'a même mené finalement à revoir complètement son schéma de taxes douanières sur des produits alimentaires de base. Et donc, on voit bien quand même qu'ils sont très attentifs à limiter en fait l'inflation perçue, mais inflation perçue et inflation réelle que subissent les ménages américains. Et ça pourrait être, je pense qu'il pourrait y avoir d'autres mesures. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que je craignais que ce soit un risque. Aujourd'hui, je le crains moins. C'est-à-dire qu'on va avoir un environnement qui sera cohérent probablement avec un programme de baisse de taux de la part de la Fédérale Réserve. Ceci dit, donc, concrètement aujourd'hui, pour toi, donc en fait, en résumé, on a finalement un programme de baisse de taux prévisible qui est finalement accordé avec l'inflation et la croissance américaine, et les choses devraient globalement bien se passer. Et ça donne un scénario plutôt porteur, bien sûr. Et si on se pose, alors maintenant, si on se déplace et qu'on traverse l'Atlantique, on arrive en Europe, toi, tu vois comment les taux, l'inflation, banque centrale? C'est quoi ta vision des choses, la croissance? Alors, la vision de la financière de l'échiquier, bien sûr. Enfin, en tant que porte-parole de la gestion... Je dirais que ça fait pas mal d'années que je suis dans ce métier, mais plus les années passent, plus je me rends compte de la complexité du sujet. Donc, il faut rester humble. C'est la vision partagée. Bien sûr. Ce que l'on voit, a priori, c'est que sur l'Europe, en tout cas, les pressions inflationnistes sont beaucoup plus réduites qu'aux États-Unis. Alors c'est aussi lié finalement à une croissance qui est un peu molle en Europe, des tensions. Et puis il faut pas oublier que le dollar s'est affaibli, mais l'euro s'est renforcé aussi. Donc bien sûr. Tout ça a des impacts négatifs sur certaines choses. Ça réduit la compétitivité des exportateurs européens, mais ça augmente le pouvoir d'achat. Mettons sur l'énergie, je dirais c'est une facture énergétique qui baisse. Donc tout ça pour dire que les pressions inflationnistes sont beaucoup moins importantes sur l'Europe. On a une BCE qui a quand même été très active sur son programme de baisse de taux, autour de 2% de taux, administré par la BCE. Donc, je dirais, on est un peu en avance, peut-être.
Après, c'est vrai que nous, particulièrement à la financière de l'échiquier, on commence à trouver que la BCE est peut-être un peu behind the curve. Hein. Et c'est vrai que dès qu'on entend Madame... Tu peux nous expliquer ce que c'est ? Oui, pardon. N'oublions pas qu'en face de nous, on a l'objectif, c'est d'être pédagogique. Est-ce que tu peux revenir sur ce terme ? Oui, je te remercie de me reprendre. Ça veut dire en retard, en fait. Alors tu me diras après, pourquoi remplacer en retard par behind the curve ? Peut-être pour faire sérieux, je ne sais pas. Mais c'est ça. Mais bon, elle est ça, c'est la finance. On est toujours en train de... On aime bien les jargonner. anglicismes. Hein. Alors, elle est probablement un peu en retard et on pense que la situation de l'économie européenne justifierait peut-être un peu plus d'agressivité de la part de la BCE, ou du moins de support de la part de la BCE, avec des baisses de taux qui pourraient avoir lieu dans les mois à venir. Mais c'est un peu ça, c'est un peu toujours le problème des banques centrales. Elles sont toujours souvent un peu en retard. Alors la BCE nous a habitués historiquement à être très en retard. On est d'accord. On avait l'impression qu'elle avait pris un behind peu... the curve. Ouais, mais elle avait un peu changé sa culture avec toutes les baisses de taux qu'elles ont enclenchées. Mais là, on est dans une situation d'arrêt et on aimerait bien que les baisses de taux reprennent. Ceci étant dit, c'est pas du tout le message de la BCE. Hein. Bien sûr, on est d'accord. C'est plutôt pour une stabilité. Et il y a même maintenant certaines personnes qui évoquent une possibilité de remontée de taux de la part de la BCE d'ici dans le courant de l'année 2026, qui serait pas... Alors, je pense pas qu'il le ferait dans un environnement macroéconomique compliqué, hein, il faut être lucide, mais ce serait pas une très bonne nouvelle. Ceci dit, malgré tout, quand on regarde les prévisions pour 2026, la bonne surprise, c'est que finalement, l'année 2025 se termine mieux que prévu pour l'économie européenne, avec une croissance qui est légèrement supérieure à ce que l'on attendait, ce qui est plutôt une bonne surprise, y compris en France, hein, dans un environnement quand même qui a été très compliqué. Et sur l'année 2026, bien, ça continue, d'autant plus qu'on attend quand même l'accélération du plan de relance allemand, hein, qui va être un moteur non négligeable. Alors maintenant, j'aimerais qu'on bascule sur un autre sujet, mais j'aimerais vraiment avoir ta vision, la vision de la financière de l'échiquier. On parle beaucoup du succès de la gestion passive. Tu l'as dit en introduction, l'ADN de la financière de l'échiquier, c'est la gestion active, c'est la sélection de titres de valeur. Alors pourquoi un tel engouement selon toi, avec l'expérience que tu as, pourquoi la gestion passive ça marche aussi bien, pourquoi il y a autant de flux aujourd'hui sur la gestion passive, et quelle est votre lecture à la financière de l'échiquier tout simplement ? Bon, alors, la gestion passive... Je rappelle que la gestion passive, c'est les ETF, les trackers, qui reproduisent un indice. Hein. Voilà, la gestion passive, c'est une gestion qui est, je dirais, qui est assez simple. Le principe, c'est que finalement, vous reproduisez un indice. L'autre atout, c'est que c'est coté sur les marchés, donc on peut l'acheter, le vendre à court connu tout au long de la journée. Je pense que ça fait partie... Le premier succès, c'est la simplicité, en fait. Hein. C'est ce que je dis, finalement. Quand on veut acheter un OPCVM, on passe un ordre, il faut le passer avant une certaine heure, il faut attendre le lendemain pour connaître le niveau auquel on a été exécuté. On veut acheter un ETF, on passe un ordre sur une plateforme digitale de passage d'ordre et immédiatement, on a son ETF dans son portefeuille à un cours que l'on connaît. Je pense que les ETF, par ailleurs, ont été très bénéficiés, en fait, hein, il faut le dire, je pense, la performance. Hein, parce qu'il faut quand même reconnaître, hein, je suis obligé de le dire, que les ETF ont surperformé beaucoup d'OPCVM, dit de gestion active, hein, c'est-à-dire que finalement, ce travail de sélection de titres, et il n'a pas eu d'impact positif par rapport à finalement une façon d'investir ses capitaux assez passive, en recopiant un indice. Alors ceci étant dit, je pense que c'est un phénomène en trompe-l'œil. Et ce que j'en pense, et je veux quand même souligner ça, et je pense qu'on est assez d'accord sur ce sujet-là, la gestion passive est très avantagée dans des marchés haussiers. Et c'est vrai qu'on sort d'un marché haussier sur l'année 2025. Comme tu le faisais remarquer, on a eu plusieurs années de marché haussier sur les États-Unis. Et en fait, c'est très difficile de battre la gestion passive, la gestion indicielle dans un marché haussier. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Des histoires parfois réglementaires où finalement, on n'a pas le droit d'avoir plus de 10% d'exposition sur un titre dans un portefeuille. Des notions de distribution sectorielle. Enfin, il y a toute une série de mesures. Mais j'insiste et je souligne
que la gestion passive, de même qu'elle prend toute la hausse d'un indice dans un marché haussier, elle va prendre toute la baisse d'un indice dans un marché baissier. Et la gestion active, en fait, et c'est ça qu'elle va devoir prouver lorsqu'il y aura une baisse sur les marchés, c'est cette capacité, grâce à cette sélection de titres, à sa capacité de changer, en fait, la distribution de son risque à travers la sélection de ses investissements et la gestion active de ses investissements. Il faut qu'elle prouve sa capacité à être beaucoup plus résiliente dans les marchés baissiers. Et il faudra tirer les conclusions de cette compétition-là, je dirais en termes de performance, il faut la tirer sur des cycles longs. Alors le bon mix, c'est peut-être un mix entre gestion active et gestion passive, voilà, en fonction des marchés, des classes d'actifs. Mais en tous les cas, le full aujourd'hui gestion passive, tu l'as dit toi-même, c'est vrai que quand les marchés vont être baissiers, en fait le tracker, l'ETF prendra 100% de la baisse, et donc ça il faut en être conscient. Et on y reviendra tout à l'heure. Comme tu es un homme d'expérience, tu as vécu quelques crises. Et on en reparlera. C'est vrai que depuis 5 ans, on a des marchés qui sont à la sortie du Covid, en plein milieu de crise de Covid, qui sont très favorables au marché haussier et qui, bien sûr, qui profitent aux ETF et aux trackers. Alors, en conclusion, cette année, donc, est-ce que vous avez fait évoluer vos convictions à la financière d'échiquier, ou est-ce qu'au contraire, vous êtes resté fidèle à votre feuille de route, finalement, la feuille de route que vous aviez fin 2024? Est-ce que ça a été tout au long de l'année confirmé, vos vues, votre anticipation, ou est-ce que vous avez fait évoluer votre modèle en 2025 sur vos convictions? Je pense que dans les très grandes lignes, je dirais, on n'a pas fait évoluer nos convictions, et on en reparlera, mais je pense que la financière de l'échiquier fait partie des maisons pionnières sur la gestion de convictions internationales. C'est quelque chose qu'on a proposé dès 2010. On a vraiment, et c'était très original à l'époque, convaincre nos partenaires finalement d'exposer leurs clients sur, non seulement, pas simplement sur les marchés européens, mais sur les marchés internationaux. Et ça, on a continué à recommander cette position à nos partenaires. La gestion thématique, qui est quelque chose sur lequel la financière de l'échiquier est devenue un acteur très reconnu. On a quand même fait nos premiers pas en 2018 avec un fonds sur l'intelligence artificielle, 2021 sur le spatial. Après, sur l'Europe, c'est vrai que la financière de l'échiquier, traditionnellement, est une maison qui croit beaucoup aux valeurs de croissance de qualité. C'est vrai qu'on s'est illustré au cours des années par de très bonnes performances sur des fonds, finalement, sur lesquels on allait sélectionner plutôt des valeurs de croissance de qualité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, croissance de qualité? La croissance, c'est finalement une valeur sur laquelle on a une visibilité de progression du chiffre d'affaires, du résultat, enfin de tous les agrégats financiers relativement élevé sur les années à venir, grâce à son positionnement géographique, son positionnement produit, son histoire. Et la qualité, généralement, c'est des notions de résilience, d'accord, peu de cyclicité, finalement, historique. Et puis, je vais être très résumé, pas trop de dette, parce que la dette est bien sûr c'est quelque chose qui est nécessaire pour l'entreprise, c'est sain, mais je dirais c'est sain que jusqu'à un certain niveau où ça met en danger l'actionnaire après. Et ça, cette approche-là, finalement, elle n'a pas très bien fonctionné sur l'année 2025, il faut le reconnaître. Elle avait très bien fonctionné avant, mais le marché, et particulièrement en Europe, parce que finalement, il y a vraiment eu deux marchés qui ont eu des moteurs de performance très différents en 2025 entre l'Europe et les États-Unis. États-Unis, très technologie. Europe, si vous regardez les meilleurs secteurs, c'est la banque, les concessions de services publics et l'assurance. Donc, on voit bien que les moteurs des performances ont été très, très différents. Et ça, c'est vrai que le marché, finalement, est allé chercher, ce qui a bien performé, c'est plus des valeurs cycliques, des valeurs value, et parfois du blend. Alors, est-ce que tu peux revenir sur ce qu'est le value et le blend? Parce que là, tu vois, c'est pareil. Soyons pédagogiques. C'est quoi le value? Alors, tu as parlé de croissance. On va y revenir parce que dans le focus fonds, il y a un fonds croissance. Tu me parles de value et de blend. Est-ce que tu peux expliquer rapidement, croissance, qu'on qualifie d'ailleurs de growth dans notre univers, blend, et le value qui est souvent la partie décotée de la gestion financière? Alors Jean-Olivier, tu ne me pardonnes rien. Je sais pas, je te pardonne rien. Je pense à nos auditeurs, je pense à ceux qui nous écoutent. Tu as bien raison. Mais je suis toujours content de l'expliquer parce que c'est vrai que je trouve qu'on passe très rapidement là-dessus. Alors en fait, c'est une façon de classifier les différents titres qui sont disponibles pour les investisseurs sur les marchés financiers, donc à la bourse, on va dire. En fait, il y a plusieurs familles, je dirais, grosso modo, de sociétés.
Et généralement, on les classe, je dirais, en deux groupes. La croissance, donc j'en ai parlé, des valeurs qui offrent de la visibilité, des grands noms ou des petits noms, finalement, c'est des sociétés qui ont connu une croissance, qui ont réussi généralement à croître dans des cycles économiques plus compliqués, peu de dettes, ça c'est la croissance de qualité. Le value, en fait, c'est des valeurs qui généralement, des sociétés qui ont moins de croissance, et encore, parfois, elles peuvent dans des phases avoir de la croissance. Il y a beaucoup de sociétés value qui ont un caractère cyclique, donc finalement, l'évolution va dépendre un peu du cycle économique. Mais je dirais, c'est des valeurs sur lesquelles on va pas valoriser tant que ça le futur. C'est-à-dire que finalement, une valeur de croissance, on est prêt à payer l'avenir. On achète sa décote sur le value. Voilà, sur le value, finalement, on compare plus la valeur de l'entreprise à la valeur qu'elle pourrait valoir aujourd'hui, sans anticipation du futur, et on essaie de l'acheter et décoter. À bon prix. On dit souvent essayer d'acheter 50 centimes l'euro. L'objectif, c'est de faire de bonnes affaires, si je schématise. Je dirais le raisonnement le plus basique du value. Alors, beaucoup de gérants value vont dire ça, il y a un value, c'est un piège, il faut se méfier. Mais c'est ce qu'on appelle la somme des parties. C'est-à-dire, on prend la société, on se rend compte qu'elle a plusieurs métiers, on valorise les métiers de façon différente, on essaie de trouver des points de comparaison, on note la dette et on se dit, mais finalement, ça vaut beaucoup plus. Si la société était cédée par bout, elle vaudrait beaucoup plus cher, donc je fais une bonne affaire. Alors, et le blend le blend, finalement, c'est le meilleur des deux mondes. C'est une stratégie. Il n'y a pas de titre blend en tant que tel. Oui. Le blend, c'est plus une stratégie de fonds où on va mélanger au sein du même portefeuille des titres d'e-croissance, donc des titres qui peuvent être valorisés de façon élevée, et des titres d'e-value. Très bien. Donc, ça me permet de rebondir pour rentrer dans le focus fonds. La gamme de la finance à l'échiquier est extrêmement large. Aujourd'hui, tu l'as dit, il y a des fonds thématiques, il y a des fonds value, des fonds croissance. Il fallait en choisir. Tu en as choisi deux. On va commencer par le premier. C'est un fonds donc qui s'intitule Échiquier Absolute Return Credit. Donc on va y revenir. Bon, la terminologie est anglaise, mais le fonds reste bien géré en France. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce fonds, qui paraît très technique dans la terminologie, qui paraît être peut-être une boîte noire pour certains de nos clients, pour certains auditeurs, ceux qui nous écoutent. Donc concrètement, si je soulève le capot, je regarde qu'est-ce qu'il y a dans le fonds Échiquier Absolute Return Credit, qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi la promesse de rendement et concrètement, c'est quoi qui compose le fonds? Alors, c'est une vaste question. Déjà, on est sur un fonds qui porte le nom crédit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on est dans un fonds obligataire. On a beaucoup parlé d'actions, mais on n'a pas beaucoup parlé du territoire des obligations. Qu'est-ce que c'est les obligations? C'est de la dette qui est émise par des entreprises. Il y a aussi des obligations d'État, bien sûr, qui est émise par des entreprises et qu'on peut acheter sur les marchés. D'accord? Et cette dette, elle va avoir un taux, c'est-à-dire quand l'entreprise va émettre une obligation, elle va dire « je vous rembourserai ce que vous m'avez prêté dans 5 ans, dans 7 ans. » D'accord? Et puis, pendant la durée de la vie de cette obligation, tous les ans, je vais vous rémunérer pour m'avoir prêté cet argent. Voilà. Et finalement... Ça, c'est une obligation. Ça, c'est une obligation. Une obligation, Et ça s'achète sur le marché. Il y a beaucoup de visibilité. C'est un contrat, en fait. Donc voilà. C'est une dette. C'est comme si je te prêtais de l'argent et que je te disais, je te le rembourse dans 7 ans et entre-temps, je vais compenser l'immobilisation que tu as faite en te payant un intérêt. Bien sûr. Donc, c'est un territoire qui est assez vaste. Il y a beaucoup de dettes d'entreprise et c'est un territoire qui est intéressant parce que finalement, comme tu le dis, finalement, c'est un territoire qui offre de la visibilité. Le risque, en fait, sur une obligation... Mais la particularité de ce fonds, c'est pas un fonds de dette exclusivement. Voilà. Absolute Return, c'est quoi le Absolute Return? C'est ce que je voulais dire. Donc, la plupart des fonds qui sont accessibles sont ce qu'on appelle des fonds d'obligation d'entreprise classiques. C'est-à-dire que finalement, vous allez confier à un gérant des capitaux, il va acheter des dettes d'entreprise, il va les laisser peut-être aller jusqu'à l'échéance, il va pouvoir arbitrer un peu son portefeuille pour trouver des opportunités plus intéressantes. Mais finalement, c'est ça le fonds. Donc, et tous les ans, ce fonds-là va générer une performance positive ou négative selon l'évolution des taux d'intérêt. Nous, ce qui nous semble aujourd'hui, et c'est pour ça que ce fonds-là me semble intéressant, et je vais essayer d'expliquer, même si c'est très complexe, c'est que, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que les primes de risque, c'est-à-dire les rémunérations qu'on leur reçoit pour prêter de l'argent aux entreprises, sont finalement
plus si généreuses que ça. En absolu, elles sont élevées, mais quand on le compare à la dette d'État, c'est-à-dire un prêt qu'on pourrait faire à une entité sur laquelle on n'a aucun risque, finalement, la surrémunération qu'on reçoit, on va appeler ça dans notre langage la prime de risque ou le spread, est relativement basse. Et il nous semble Le spread, c'est l'écart qui existe entre le taux sans risque et le taux auquel on prête à une entreprise sur le marché. Oui, il faut être très clair. Les marchés, c'est extrêmement logique. Oui, bien sûr. Et sur du côté obligataire, c'est encore plus logique. C'est un plaisir en plus de l'expliquer avec toi, tu vois, d'être logique et de faire comprendre à nos auditeurs comment ça se passe. C'est-à-dire que plus vous pensez qu'il y a un risque que la contrepartie ne vous rembourse pas, plus vous allez lui demander de vous payer des intérêts élevés. Bien sûr. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et en fait, cette appréciation du risque que vous portez sur la signature de l'emprunteur, eh bien, elle évolue en permanence et ça bouge, et etc., etc. Alors, tout ça est donc sur un fonds traditionnel. En fait, il y a implicitement un risque parce que si c'est spread, donc cette surprime, ce temps, en fait. Qu'est-ce qu'on appelle la tension de la prime de risque? Alors, c'est quand elle augmente. Okay. D'accord? Quand elle augmente, en fait, ça va diminuer la valeur de votre obligation. Okay. Je rappelle, contrairement à ce qu'on pense, quand les taux montent, le prix des obligations baisse. Et quand les taux baissent, ça c'est très intéressant, les prix des obligations parce que c'est contre-intuitif. C'est contre-intuitif quand on est avec des clients, des investisseurs, des épargnants, ils nous disent « Ah bon, mais comment ça se fait que quand les taux montent, mon obligation baisse ?» Si on avait 5 minutes de plus, je pourrais expliquer. C'est assez logique, il suffit de prendre une petite feuille et on comprend ce qui se passe. Bien sûr. Nous, ça nous semble être quand même une possibilité, ou du moins un risque, ce qui nous a mené en fait à mettre à disposition de nos partenaires une stratégie dite Absolute Return. Alors Absolute Return, c'est un gros mot pour dire qu'en fait, c'est une stratégie qui a pour objectif de faire de la performance quel que soit l'environnement. Okay. Après, une fois qu'on a dit ça, c'est une très belle promesse, mais comment le fait-on? Parce que alors, la façon dont on le fait dans ce portefeuille, en fait, on va avoir au sein du même portefeuille de multiples stratégies, d'accord, qui vont avoir des aspects décorrélants. D'accord, ou des aspects de moindre sensibilité finalement à l'évolution des taux d'intérêt ou des spreads de crédit. J'explique. On va bien sûr avoir une partie du portefeuille où on va porter des obligations, on va acheter des obligations, mais on va pouvoir jouer en permanence, ou du moins positionner et arbitrer sur ce qu'on appelle la sensibilité, c'est-à-dire qu'on va utiliser des produits qui vont nous permettre, même contrairement à la loi que j'ai donnée... Est-ce que tu peux nous expliquer en 2 secondes ce qu'est la sensibilité d'une obligation, très rapidement? C'est ça, c'est la façon dont elle va évoluer en fonction du niveau de taux d'intérêt. Donc, si les taux montent ou si les taux baissent. Voilà, si les taux montent, si elle est très sensible, l'obligation baisse beaucoup. Si elle est peu sensible, si les taux montent, et si elle est peu sensible, à l'inverse, l'obligation est peu dégradée. Et je dirais, on peut même passer en sensibilité négative grâce à des outils spécifiques qui font que si les taux montent, contrairement à la loi dont on vient de parler, on peut générer en fait du gain et de la performance. Donc tout ça est très technique. C'est bien sûr géré par une équipe d'experts. Il y a plein d'autres stratégies, ce qu'on appelle même du long short, c'est-à-dire on va essayer de faire des arbitrages d'écart de... Enfin, je jargonne. Non, mais le long short, il faut l'expliquer en 2 secondes. Là, c'est pareil, c'est vrai qu'on voit beaucoup de termes. Alors, je me doutais qu'en abordant ce fonds Absolute Return Credit, qui est un fonds très technique, c'est pas un piège, mais c'est un fonds qui nécessite mécaniquement beaucoup de pédagogie. Tu parles de long short. C'est aussi un phénomène d'arbitrage entre des positions acheteuses et positions vendeuses. On va acheter ce qui est pas cher, vendre ce qui est cher, et on va gagner le gain. Et on va gagner le gain, et en fait, on n'a pas de sensibilité au sous-jacent. Bien sûr. On va faire de l'arbitrage de volatilité. Alors là encore, c'est une technicité terrible, mais il y a en permanence un calcul qui s'appelle la volatilité sur lequel on peut se positionner. On va aller saisir même quelque chose qui est très intéressant, qui est très simple, c'est la prime d'émission sur le marché primaire. C'est-à-dire que finalement, quand une entreprise émet une obligation, généralement, il donne un petit cadeau, je dirais, aux premiers acheteurs, et ça, on va se présenter, et on va tout de suite revendre ce qu'on a acheté pour capter en fait ce petit cadeau. C'est la somme de toutes ces stratégies-là, en fait, qui ont des rythmes différents, qui permettent de générer en fait une performance avec une sensibilité très réduite, en fait, à ce qui va se passer. Et donc une volatilité
qui va être maîtrisé. Moins de 2% de volatilité sur les dernières années. Donc ça, c'est ça qui est important pour nos clients et ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, l'objectif du fonds, c'est d'avoir une somme importante de différentes stratégies autour d'obligations, du crédit, des stratégies donc d'arbitrage, de vente, de travailler sur le spread, grâce à des outils qui sont à la fois des outils d'acquisition sur le marché, mais également des outils financiers qui couvrent ou qui vont permettre donc de faire des différences et qui vont générer donc du gain. Le tout étant d'avoir un fonds décorrélé et généré en même temps avec un risque maîtrisé. Voilà, moins de 2% de volatilité. On est d'accord, c'est un peu ça la synthèse. C'est exactement ça, un objectif qui est de générer 200 points de base de plus que les taux sans l'ester, les taux courts. Alors l'ester, juste pour préciser, l'ester, c'est le pendant léonien de l'époque. Le cours interbancaire. C'est le cours donc interbancaire qui est en fait donné tous les jours, un taux de référence qui aujourd'hui est à peu près à 2%, c'est ça ? Exactement. Et donc l'idée, c'est de faire 200 points de base. Donc 200 points de base, c'est 2% de plus. Autour de 4%, on est d'accord. C'est ce qu'il fait d'ailleurs sur l'année. Il a fait beaucoup plus les années précédentes. Il était à plus de 8% de performance en 2024, plus de 8% de performance en 2023. Il a quasiment pas baissé, même s'il a baissé en 2022, qui a été une année terrible pour le compartiment obligataire, puisque les taux sont montés, donc les obligations sont effondrées. On a vu des portefeuilles obligataires perdre 15-20%. Donc, ça a protégé, en fait, en grande partie, puisque là... Parce que les taux ont fortement monté. Parce que les taux ont fortement monté. Vous l'avez expliqué tout à l'heure. Donc, on voit bien l'efficacité de cette stratégie-là dans cette période-là. Et on est dans un environnement où on voit bien les monétaires rapportent de moins en moins, les DAT, les CAT que les gens allaient chercher dans leur banque où ils s'engageaient sur une durée en fonction d'une rémunération sont en train de baisser. Parce qu'on a peu ou prou l'ester sur ce type de support. Voilà. Et donc, il faut accepter de reprendre un peu de risque pour avoir une performance, enfin du moins un rendement plus élevé. Et puis, ça accompagne très bien. Je sais que pour avoir des beaux bonus sur les fonds euros, il faut quand même mettre des UC sur les portefeuilles, donc des unités de compte, donc c'est complémentaire, enfin, etc., etc. Alors, il y a plein de raisons d'en faire. Alors, je te remercie d'avoir fait une explication d'un fonds technique et d'avoir réussi. Heureusement que tu m'as aidé. T'as réussi à avoir quand même une approche très, très pédagogique, didactique. Et je te remercie parce que pour ceux qui nous écoutent, c'est pas toujours simple. Alors maintenant, on va parler du second fonds, c'est Echiquier World Equity Growth, mais là, ça va être plus simple. C'est un fonds entre guillemets plus simple, fonds action, plus traditionnel, un fonds action. Alors World Equity Growth, World pour monde, Equity c'est action et Growth, tu l'as dit tout à l'heure, c'est la croissance. C'est croissant. Tout à l'heure on a parlé de Growth et de Value, en fait on est sur un fonds croissance. Alors est-ce que tu peux nous expliquer en 30 secondes le concept du fonds ? D'accord. Et ensuite, on reviendra rapidement sur deux petites questions sur le fonds pour essayer de tenir le timing. Le concept du fonds, encore une fois, il est le même depuis 2010, puisque c'est un fonds qu'on a lancé en 2010. L'idée de base, c'est on a une croissance mondiale, d'accord, qui est généralement supérieure à la croissance européenne, et on a des entreprises dans le monde qui sont les meilleurs acteurs, ou du moins les multiplicateurs de cette croissance mondiale, parce qu'elles sont importantes, parce qu'elles ont des avantages acquis extrêmement élevés, c'est des grosses entreprises, des capacités d'investissement importantes, une vitesse de déploiement rapide, une compétence acquise pour opérer sur des nouveaux territoires. Moi, j'aime bien dire que leur avantage le plus fort, c'est que vous voulez vous développer, vous êtes une PME, vous voulez vous développer en Inde, vous devez y aller seul. Vous êtes une très grosse entreprise, je vais reprendre L'Oréal, même s'ils sont déjà développés en Inde, ils vont s'associer avec la famille la plus puissante sur le secteur en Inde et ils vont bénéficier donc d'un avantage substantiel par rapport à une plus petite valeur. Donc, on va retrouver dans ce portefeuille une vingtaine de valeurs qui sont des championnes, en fait, de leur secteur. Il n'y a pas... Alors justement, ça me permet de te poser la question suivante, c'est quelles sont les convictions sectorielles du fonds aujourd'hui, géographiques et thématiques. D'accord. Alors, géographique, c'est un fonds, quand on cherche des valeurs de qui ont cette configuration, on va avoir beaucoup de valeurs américaines. Donc, on va généralement avoir à peu près 60 à 65% des États-Unis. Après, le gérant et son équipe aiment bien compléter, en fait, cette position par des dossiers qui sont exposés sur des pays à forte croissance émergents. Alors, bien sûr, il y a du Japon, mais il va y avoir de la Chine, il va y avoir de l'Amérique du Sud. Il y a peu d'Europe, il faut le reconnaître, mais on a d'autres très bons fonds de valeur de croissance qui sont complémentaires sur l'Europe. Et donc, c'est un fonds très international, première chose.
sectoriellement, et juste un détail peut-être, et cette géographie du fonds par pays, en fait, elle peut évoluer. C'est-à-dire que, alors les États-Unis, on retrouvera toujours un bloc américain. Il faut être clair, on a un gérant américain à la tête de ces stratégies. C'est vrai que quand on cherche des très grandes valeurs de croissance, c'est difficile d'éviter les États-Unis. Mais par exemple, sur la Chine, si je regarde ce qui s'est passé, on a pu être jusqu'à 20% avec une exposition sur la Chine à hauteur de 20%, ce qui est très important avant 2021, 0 en 2022, et puis remonter là depuis un an sur la Chine. Donc il y a quand même une capacité d'adaptation à la situation macroéconomique. Sectoriellement, en fait, on va avoir, je crois, 3 grands blocs. On a un bloc de valeurs technologiques, même si, je dirais, le gérant a pas mal réduit en fait cette exposition sur les valeurs de technologie. Et il a eu un bon timing, puisque quand on a commencé à voir Oracle parler d'investissements très importants pour essayer de rattraper son retard, implicitement par rapport aux grandes valeurs de la technologie, il a dit là, il y a une exubérance un peu de marché. Je reste sur les acteurs qui me semblent les plus solides. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les 2 premières lignes, c'est Microsoft et Amazon. Donc, il y a pas on n'est pas absent de la technologie. Donc, on fait partie des 7 magnifiques. Là. Mais on est quand même, mais c'est difficile bien d'éviter. Sûr, bien sûr. Bon, c'est 2 grands dossiers de très grande qualité. Je dirais une des questions que le marché a aujourd'hui sur la bulle, c'est sur l'endettement des entreprises. Ces entreprises qui n'ont pas de dette, elles ont des cash flows. Enfin, elles génèrent de la richesse tous les ans qui leur permet de financer leurs investissements. Et puis, on a de la pharmacie, pas mal. En fait, entre autres, le 3e dossier, c'est un dossier de Eli Lilly. Donc, on trouve que c'est finalement un secteur qui a mal performé depuis plusieurs années. Après le Covid, où finalement le secteur avait très bien performé. Toutes les valeurs de santé après le Covid ont vraiment... Il y a eu des corrections terribles et on revient dans un environnement de valorisation qui est plutôt bon. Et puis, on aime toujours beaucoup des dossiers qui offrent une très forte visibilité. Et entre autres, ça fait très longtemps qu'on est positionné sur des dossiers comme Visa et Mastercard, qui sont en fait des tuyaux. Là, tout le monde connaît. Visa, Mastercard, tout le monde connaît. Oui, mais ce que tout le monde ne comprend pas peut-être, c'est qu'ils prennent un petit pouillème en fait de chaque transaction, parfois même trop. Mais sur des volumes énormes. Et donc, dès que les prix montent, ils en sont bénéficiaires. Enfin, et puis finalement, leur part de marché ne faut que se renforcer. C'est ça, ils sont indexés sur l'inflation, en fait. C'est des machines extraordinaires et typiquement, c'est des dossiers qu'on a beaucoup de plaisir à accompagner. Ceci dit, si je peux me permettre de prendre 10 secondes de plus. Permets-toi. Ce que je trouve très intéressant dans ce portefeuille-là, et je pense qu'il y a 2 outils de la performance. Il y a un outil de très long terme, on le comprend tous, c'est une croissance globale avec des entreprises qui sont des surbénéficiaires de cette croissance globale. Et je dirais comment en bénéficier en étant actionnaire. Mais il y a aussi un autre outil et qui est très utilisé dans ce portefeuille, c'est la gestion de la position. C'est-à-dire que finalement, tous ces titres-là, si vous suivez l'évolution boursière, vous allez voir, il y a des moments d'accélération, des moments de retrait, etc., etc. Et je pense que l'équipe qui gère ce portefeuille fait pas mal alors, c'est un mot anglais, on va dire du sizing, c'est-à-dire, il gère en permanence la taille, en fait, de la position par rapport au momentum du dossier, et ça participe aussi à la performance du portefeuille. Alors, Pierre, pour conclure cette partie Focus Fonds, donc tu avais choisi 2 fonds de la financière. Aujourd'hui, donc Absolute Return Credit et World Equity Growth. Aujourd'hui, si tu as un client, si demain on se retrouve avec un client en face de nous, quelle répartition tu conseilles entre ces 2 fonds et pour quel type de profil? Oui. C'est ça la deuxième question. Oui, voilà. c'est ça, parce que le client... C'est 2 fonds complémentaires et totalement... Il va falloir me dire quel est l'appétit pour le risque oui, mais justement, du client. Prenons un profil équilibré. C'est un profil la durée souvent... de son investissement voilà, et tout ça. Bien sûr. Alors, je pense que si on a un profil équilibré, moi, je pense, en tout cas, et... sur un profil équilibré, je pense qu'on peut faire un 50-50. Parce que d'un côté, on a, je dirais, une partie du portefeuille sur lesquelles on a quelque chose qui n'aura jamais les performances de World Equity Growth sur la durée, il faut être lucide, mais qui aura moins de volatilité, on a dit moins de 2% de volatilité, qui va solidifier en fait l'actif. Et puis de l'autre côté, j'accepte, si j'ai quand même un horizon de temps, et il faut au moins 5 à 10 ans pour être investi sur les actions, mais j'accepte... Mais ça, c'est vrai pour tous les fonds actions. Aujourd'hui, un fonds action, on ne fait pas ça pour 6 mois. On fait ça pour une durée de 7, 8, 10 ans. Et j'accepte de
croire, ou du moins j'accepte l'idée que effectivement il y a des entreprises qui sont des multiplicatrices de la croissance globale, qui ont un avantage, qui vont bénéficier du développement de classes moyennes sur des zones géographiques où elles se développent de façon importante, qui va bénéficier de tendances de long terme sur des secteurs très différents. On l'a vu, la tech, la santé, le paiement, enfin, etc., etc. Et je suis d'accord pour finalement accepter de la volatilité sur une partie, 50% de mon portefeuille, mais avec, je pense, une hypothèse de performance qui est quand même assez élevée. Si je regarde la performance de ce portefeuille-là depuis sa création, en fait, on est à plus de 10% de performance annualisée. Donc, on voit quand même que, je dirais, cette prise de risque, alors le futur et le passé, on sait qu'il peut y avoir un delta, mais je dirais, cette prise de risque, elle est payante. Ok. Bon, merci en tous les cas d'avoir joué le jeu sur la partie focus fonds. Maintenant, on va rentrer, on va rentrer dans une partie plus intime qui va nous permettre de mieux te connaître, l'homme derrière la financière. Et c'est vrai que quand j'ai préparé ce podcast, je me suis rendu compte à quel point tu avais un parcours avec finalement beaucoup de stabilité, beaucoup de fidélité. On va y revenir. Donc, tu es le porte-parole de la gestion de la financière du Chiquier. Tu es aussi donc l'image de cette société, de cette belle société. Tu es rentré donc en 2003 à la financière. Tu as rencontré à l'époque Didier Le Ménestrel. C'est ce qui t'a, en tous les cas, fait rentrer. C'est lui qui t'a fait rentrer, qui t'a fait venir à l'époque. Alors, moi j'avais envie de te donner un clin d'œil dans un univers qui est aussi volatile qu'est les marchés financiers, de l'industrie de la finance, dans une industrie où le mercato est permanent, on le voit en permanence, il y a toujours des mouvements. Aujourd'hui, si aujourd'hui je devais chercher un synonyme, je trouve que Pierre, le synonyme, ça serait la fidélité. Car aujourd'hui, ça fait 22 ans que donc tu es à la financière et tu vas nous parler un peu de ton parcours. Et je pense réellement que ton nom sortirait très très vite. Alors comment toi tu vis ça personnellement ? Je pense que c'est un choix, c'est parce que t'as des convictions. Et parle-nous un peu de ça et puis parle-nous un peu de ton parcours rapidement pour nous expliquer. Donc c'est 22 années à la financière de l'Échiquier. Je commencerai en disant que c'est plus facile d'être fidèle quand on est au bon endroit qu'au mauvais endroit. Bon, c'est la première. C'est très beau, c'est très beau. C'est la première explication. Non, mais c'est vrai que ça a été j'ai travaillé pour d'autres employeurs auparavant, pas beaucoup d'ailleurs. Le précédent, c'est intéressant. J'étais resté 16 ans, donc c'est vrai que je suis incroyable. Je suis un porteur de maillot. 23 plus 16. Mais moi, je suis d'abord, j'aime les aventures entrepreneuriales et je pense que la financière de l'Échiquier a été une aventure entrepreneuriale. Je dirais 2003, c'était déjà un acteur reconnu sur la place. Je pense que il y avait une très bonne année 2000 pour Agressor, qui était un peu le fonds vedette. Je te confirme, j'ai démarré en 99 et autant te dire que les fonds de la financière, on les connaissait déjà très bien. Exactement. Il y avait moins d'acteurs. Je pense qu'on était un acteur très reconnu. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les partenaires qui nous soutenaient à l'époque, parce que je pense que la financière de l'Échiquier n'existerait pas aujourd'hui s'il n'y avait pas eu tout cet engouement finalement pour nos propositions. Je pense que la stabilité, c'est aussi le fait de changer de métier au sein de la même entreprise. Ça, finalement, c'est comme changer sans changer d'employeur. Tu veux dire que tu as commencé gérant, si je me souviens bien, en 2003, un fonds qui s'appelait et qui s'appelle toujours d'ailleurs Échiquier Agénor, qui était plutôt spécialisé sur les small et mid, c'est ça ? Oui, small et mid européenne. Small et mid européenne. Le premier fonds européen de la gamme de la financière de l'Échiquier, qui était finalement auparavant une entreprise qui gérait surtout des fonds qui étaient investis sur les actions françaises. Et puis à partir de 2010, le lancement d'Échiquier Global, qui est en fait le même fonds que ce World Equity Growth dont je viens de parler. Et puis après, effectivement, ce changement de métier avec ce développement de cette fonction-là de porte-parole de la gestion et qui me permet d'être en contact régulier avec tous nos partenaires, tous les gens qui font vivre en fait la financière de l'Échiquier, et j'en suis très heureux. Alors, tu as démarré en 86. Oui, effectivement. Si mes sources sont bonnes. Tu es bien renseigné. C'est ça. Donc moi, j'ai une question à te poser. Tu as connu quand même plusieurs crises majeures, celles que j'appelle majeures, qui ont marqué l'histoire de la finance sur ces 40 dernières années. 1987, 2000, 2001, 2001, 2007, 2008. Oui. 2020. Bon, après, il y a des crises intermédiaires dont je vais passer. Alors, avec le recul,
Pierre, avec le recul. Qu'est-ce que ces crises t'ont appris sur les marchés et sur toi? Alors, d'une part, je crois que ça m'a appris que les marchés étaient quand même extrêmement résilients. C'est-à-dire que finalement, ils prennent le choc, finalement, ils repricent, enfin, pardon pour l'anglais, mais ils remettent un prix beaucoup plus bas sur les actions, sur éventuellement l'univers obligataire, extrêmement rapidement. Je veux dire qu'ils reviennent à une certaine normalité à chaque fois. Je sais pas, parfois à des excès, même à la baisse. C'est-à-dire, finalement, avec des scénarios, je pense que en fait, moi, ce dont je me rends compte, c'est que l'économie, c'est un agrégat qui est quand même fragile, mais je dirais solide. C'est-à-dire que il y a des variations, parfois il y a des contractions, parfois il y a des crises, il y a des éléments, mais parfois c'est exagéré, que ce soit à la baisse ou à la hausse. Souvent, le marché exagère. Okay. C'est-à-dire que finalement, c'est vrai qu'on a l'habitude de le dire, c'est-à-dire qu'il y a une sorte je dirais on va dire, enfin c'est un résumé bien sûr, mais une sorte de croissance linéaire de la valeur des choses, et puis la sinusoïde, c'est le marché. Parfois, on est sous-évalué, parfois on est surévalué. Ça revient à la médiane. On est rarement au bon prix, en fait. Et j'ai remarqué quand même que finalement, lors de ces crises, beaucoup de gens commencent à dire que c'est la fin du monde, que tout est fichu, qu'on s'en relèvera jamais. Et puis finalement, l'économie repart, la machine repart. Alors, elle repart d'autant plus facilement que je pense que ces dernières années, les banques centrales ont fait du bon travail. Il faut le reconnaître. Mais je dirais, il y a quand même de la résilience, plus de résilience que ce qu'on va bien croire. Après, sur ce que ça m'a appris, à moi personnellement, c'est la résilience. C'est-à-dire que finalement, c'est cette capacité à comprendre que le moment qu'on vit est un moment exceptionnel et qu'il y a un moment où cette période-là, on repartira dans une dynamique plus normale et qu'on retrouvera un environnement plus normal. Et donc, il faut être résilient. Il faut tenir le coup, Alors fait. Justement, il faut continuer à exécuter ce pourquoi on est là. Enfin, moi, j'ai vécu la crise de 2008 comme gestionnaire de fonds, en fait, à la tête d'Échiquier Agénor. Ça a été une période très compliquée, mais enfin, il fallait continuer à gérer les actifs, s'assurer que, je dirais, la distribution du risque au sein du portefeuille ne se déforme pas de façon critique, continuer à communiquer, à entretenir quand même, à expliquer ce qui se passe. Enfin voilà, il faut continuer il faut être là, en fait. Alors justement, on aura peut-être des auditeurs qui sont en master finance ou qui sont dans des parcours financiers. Donc aujourd'hui, un junior. Tu le vois, tu vois, le bureau de la financière, tu le rencontres, aujourd'hui il démarre dans la gestion ou la finance et tu lui dis quoi très simplement? Voilà, tu lui dis quoi à ce junior? Tu lui dis qu'il faut qu'il ait de la résilience, qu'il ait l'espoir, qu'il garde, voilà, qu'il faut aller, qu'il faut donner le meilleur de lui-même, la persévérance. Qu'est-ce que tu lui dis? Bon, alors je lui dis déjà qu'il faut qu'il soit, il faut qu'il ait l'appétit d'apprendre, parce que je pense que c'est un métier extraordinaire, en fait, parce qu'on est en contact avec toute une série d'industries, on est en contact avec alors, c'est une vue partielle du monde, l'économie, mais c'est quand même un gros bout, en fait, du fonctionnement mondial. Et donc, je pense de la curiosité, la capacité de se remettre en question et de la résilience, bien sûr. Je pense que les périodes à venir seront comme les périodes passées. Je pense que les marchés vivent, en fait, de moments d'accélération et de moments de ralentissement. Je pense qu'il faut être préparé aux périodes plus compliquées et surtout, il faut pas. Je pense qu'il faut rester solide, en fait, sur ses convictions et sur ses analyses. Ok. Intéressant. Donc, curiosité, résilience, être solide sur ses propres convictions. Alors, aujourd'hui, si tu regardes ton parcours, 86, quelle est ta plus grande heure de gloire professionnelle? À quoi tu penses? Quel est le momentum le plus important pour toi sur ces 40 dernières années? Si j'en cite un, parce qu'il doit y en avoir plusieurs. Non, mais je pense que vraiment, moi, si je garde un souvenir quand même, c'est d'abord le privilège d'avoir pu rejoindre la financière de l'Échiquier. Donc 2003. Ouais, la confiance. Non, mais je pense que c'est surtout le succès d'un fonds comme Échiquier Agénor, en fait, qui a été relativement rapide, qui a été une très belle histoire d'équipe avec un garçon qui s'appelle Armand de Cousser qui m'accompagnait. Je pense que c'est la fierté. Moi, je suis très fier, en fait, de ce que l'on a fait collectivement au sein de la financière de l'Échiquier. Parce que finalement, c'est une histoire assez extraordinaire, la financière de l'Échiquier. C'est une société qui est
toujours pignon sur rue, qui continue à être plébiscité par nos partenaires. Alors bon, on est nombreux maintenant, on est 170, et je dirais que j'ai jamais été seul au sein de la financière de l'échiquier, mais c'est d'avoir participé à ce travail collectif, en fait, et réussi. Alors là, on va poser une petite série de questions. Tu me réponds juste très simplement. Alors, ton profil de risque personnel, toi aujourd'hui, quand tu investis à titre perso, t'es quel profil? Prudent, équilibré, dynamique? Quel est ton profil? Alors, je suis comme tout le monde, j'ai différentes poches. Une poche prudente pour, je dirais, assurer mes arrières le cas échéant. Mais sinon, j'ai plutôt une poche dynamique, même si je dois dire que le temps, il y a certaines périodes où je vais utiliser, par exemple, j'utilise beaucoup Absolute Return Credit, qui me paraît un fonds en position d'attente qui me paraît très intéressant. Voilà. Mais si je regarde l'essentiel de mon portefeuille, j'ai essentiellement des fonds actions. Hein, il faut le Donc, tu es reconnaître. plutôt dynamique. Oui, bah, j'aime ça. Hein. Enfin, Ça paraît cohérent. Oui, Pour un gérant action, c'est à la base, ça me paraît cohérent. Oui, puis j'y crois. Je pense que quand je regarde mon portefeuille, quand je regarde les performances sur des fonds que je détiens depuis 10 ans, il n'y a pas grand-chose à regretter, je pense. Hein, et je pense que parfois, je regrette même de ne pas avoir pris plus de risques dans le passé sur le reste de mes actifs. Alors, demain, si tu devais changer de métier, là, on oublie, tu ferais quoi? À mon âge, oui, d'accord. Aujourd'hui. Bon, après, oui, après, tu pourrais te dire, tiens, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Oui, d'accord. Non, c'est pas Alors, ça ta question. Si tu préfères poser cette question-là en te disant, tiens, qu'est-ce que j'aurais pu faire à 25 ans? Non, mais c'est plus intéressant de dire ce que je pourrais faire aujourd'hui. Bah, écoute, moi, j'aime bien communiquer, j'essaie d'expliquer, donc peut-être de la pédagogie sur les marchés financiers, expliquer ce que sont les marchés financiers, expliquer quel est l'intérêt des marchés financiers, expliquer comment les aborder. Ok, alors, autre question, t'es plutôt soirée tranquille entre amis ou t'es plutôt verre en terrasse au bar? Bon, alors je vais dire, ça dépend de la saison. et puis non, moi j'aime bien être chez moi en fait. Et même en famille plutôt qu'entre amis. On a des vies quand même où on voyage beaucoup, où on rencontre beaucoup de monde. C'est pas mal parfois de se poser un peu. Alors, ça me permet de poser la question suivante. T'es plutôt centre-ville ou campagne? Parce que je suppose que tu habites peut-être Paris. Je suis les deux. C'est-à-dire que je vis dans le centre-ville parce que c'est plus pratique pour aller travailler, mais je suis content d'être le week-end à la campagne. Bon, très intéressant. Alors maintenant, je vais te poser une autre question qui me vient à l'esprit, que j'ai préparée, bien évidemment. T'es plutôt fleur dans un vase ou camélia qui pousse et que tu peux observer? Alors, je suis très jardin. Ouais. Ma femme te dirait fleur dans un vase pour elle, mais moi, je suis très... je parle de toi. Je suis très camélia qui pousse, je suis très rosier qui pousse. J'avais une source qui me disait camélia qui pousse quand même. J'aime beaucoup regarder la nature pousser. Je trouve qu'il y a un truc très intéressant et fascinant, en fait. Donc, tu aimes bien regarder une plante que tu peux pousser, donc tu peux planter, qui pousse au fil des mois, des années. À laquelle je peux parler éventuellement pour qu'elle soit plus belle. Magnifique. Alors, est-ce que le soir, entre toi et moi, tu arrives à couper? Ou est-ce qu'à 22h, tu es encore en train de regarder ton portable ou tes écrans pour voir à combien sont les marchés? Bon, alors j'avoue que les réseaux sociaux nous ont fait un peu de mal. Je trouve que c'est difficile de couper complètement. Je regarde quand même beaucoup l'actualité parce que une des caractéristiques de Trump, c'est que il y a n'importe quoi qui peut sortir à n'importe quelle heure. Donc, j'essaie de comprendre un peu où on en est sur ses déclarations aux États-Unis. Je regarde un peu ce qui se passe sur le marché quand il y a des grosses variations. Oui, je regarde tous les jours, mais je dirais pas vraiment. Non, mais ça te pollue pas plus que ça. Après 40 ans, je dirais, on est un peu déformé probablement. Et tu relativises? Pas trop. Non, j'essaie de comprendre ce qui se passe, j'essaie d'avoir une certaine distance avec ce qui se passe. Je pense que ce qu'on apprend aussi finalement, c'est qu'il faut quand même garder une certaine distance par rapport aux événements. Bien sûr. Alors demain, tu gagnes à l'euro-million. Là, tu gagnes à l'euro-million. Combien? Ce que tu veux, mais tu gagnes un bon montant. Tu investis ou tu te fais plaisir sans réfléchir? Je pense que j'investis principalement. Je pense que je pourrais faire plaisir un peu aux gens autour de moi, et encore, je pense qu'il faut être prudent sur le sujet, parce que dans le cas d'espèce, je réfléchis à mes enfants et je pense qu'il ne faudrait pas non plus qu'ils perdent toute énergie de travailler. Non, mais j'investis, je continue, j'investis.
j'investis. Bon, très intéressant. Alors, ensuite, une question sur les cryptos. On n'en a pas parlé. C'est vrai que c'est un sujet aujourd'hui qui est de plus en plus, bien évidemment, au cœur de tous les débats, de tous les échanges qu'on peut avoir. Alors, t'es Bitcoin ou pas Bitcoin? Alors, je fais un peu une méthodologie binaire, mais voilà, c'est quoi ta vision des choses sur la crypto? Non, je pense que le Bitcoin est là. Enfin bon, d'abord, la financière de l'échiquier n'a pas de stratégie sur les cryptos, donc je parle en mon nom propre. Je crois que le Bitcoin est là pour rester. Je pense que l'univers de la crypto, c'est énormément de crypto-monnaies. Je les connais pas, en fait. Je ne regarde que le Bitcoin. On l'a dit, j'aime bien investir. Je pense que j'aime bien les marchés financiers. J'y vois quelque chose de très intéressant, c'est que ça trade 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, il n'y a plus de week-end, il n'y a plus de nuit. Et donc, on peut s'amuser dessus. Ceci dit, je le fais avec des montants extrêmement raisonnable, mais j'avoue que j'ai commencé à le faire parce que tout le monde en parlait et j'ai voulu comprendre un peu comment ça fonctionnait, comment ça bougeait, comment ça évoluait. Alors, c'est assez amusant parce que quand je pose régulièrement la question aux écoles avec les étudiants que je peux avoir, ils me disent en réalité que ce qu'ils aiment le plus, c'est la cotation en continu. Et de pouvoir s'amuser même à minuit ou à 1h du matin. Mais c'est une vraie interrogation. C'est une vraie interrogation pour les marchés financiers, en fait. C'est-à-dire que finalement, on se demande même, et ce serait terrible pour les professionnels du métier, mais aux États-Unis, ils commencent à parler de durée de cotation pour les actions américaines de beaucoup plus longue, en fait. C'est-à-dire que c'est intéressant. Ouais. Allez, donc une dernière question pour conclure. Si aujourd'hui tu devais expliquer les marchés à un enfant de 10 ans, tu dirais quoi? Simplement. Alors, sur quel sujet? Sur l'intérêt des marchés? L'intérêt, et puis comment ça marche? Rapidement. Comment ça marche? Oui, comment ça marche? Alors, de manière pédagogique, on se rend compte qu'il y a quand même une culture financière et une pédagogie nécessaire aujourd'hui. Et concrètement. Il y a plusieurs niveaux. 5 ans, ça va être quand même assez compliqué. 10 ans. 10 ans. Il a 10 ans. D'accord, il a 10 ans. Je vais d'abord lui expliquer que c'est une façon de pouvoir s'associer à l'évolution d'entreprises. C'est-à-dire que finalement, certaines entreprises te permettent de devenir actionnaire, ça veut dire copropriétaire de l'entreprise, et que le prix de son action va évoluer en fonction du succès, du développement de cette entreprise ou du développement de l'économie, de toute une série de choses, et que c'est quand même probablement, surtout s'il a 10 ans et donc probablement beaucoup de temps, le meilleur investissement qu'il peut faire pour assurer son avenir, parce que finalement, ces entreprises, elles vont manœuvrer le mieux possible pour continuer à créer cette richesse. Alors, merci Pierre pour cet échange à la fois clair, incarné et très cash. Merci à vous tous d'avoir été à l'écoute de cet épisode de Soyons Cash. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner, à liker et surtout à le partager autour de vous. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, restez curieux, restez éclairés et surtout, soyons cash.